Alors il y a de ça quelques temps, au tout début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo qui listait 3 astuces pour améliorer vos combats de jeux de rôle. Vous la trouverez bien évidemment en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait intéressant de proposer une sorte de suite à cette dernière avec 3 autres conseils pour vous permettre de me jeter des combats palpitants qui seront restés ancrés dans les mémoires de vos joueurs pour un bon bout de temps. Parce que oui, avouons-le, la bagarre c'est quand même une sacrée composante de notre loisir, alors il serait bête de passer à côté en faisant tout n'importe comment. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir quelques idées et concepts pour améliorer vos combats de JDR et rendre tout aussi imprévus qu'épiques pour le bonheur de vos joueurs, mais aussi pour votre propre amusement, vous, le MJ. Alors on va commencer par un problème qui arrive quand un boss seul se retrouve face à un groupe de PJ et qu'il n'a pas les moyens pour gérer le fait qu'il soit en infériorité numérique. Ce qui peut vite venir plomber l'esthétique même du combat qui se transformera en quelques tours en séance de tabassage en règle sans grands enjeux. Alors ce que j'appelle le tabassage, c'est quand un groupe de joueurs se retrouve tout simplement en cercle autour du boss pour le frapper à tour de rôle et ce jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et généralement pareil, manège prend du temps, et oui parce que le boss a un sacré capital de points de vie, ce qui fait que pareille scène dure des plombes et finit par se vider très vite de son capital palpitant que l'on espérait retrouver dans un combat de jeu de rôle. Alors à dire, sur ce coup-là, c'est pas vraiment la faute des joueurs, puisque c'est normal qu'ils vont toujours aller au plus efficace. Et non, du coup, c'est plutôt une erreur en termes de design de boss de votre côté, vous, le maître du jeu. Pour éviter pareil bazar, essayez de procéder comme suit en amont de la rencontre. Demandez-vous d'abord si votre boss sera tout seul. Si oui, est-ce qu'il a un moyen de gérer plusieurs ennemis en même temps? Et si la réponse est non, et qu'il reste tout seul malgré tout, vous pouvez être sûr que le combat aura beaucoup de chances de virer en séance de tabassage en règle, puisque malheureusement le boss n'aura pas la faculté de gérer le fait qu'il soit en sous-nombre. Pour éviter cela, vous pouvez alors vous arranger pour que ce dernier frappe en zone par exemple, ou bien qu'il puisse se replacer sur le champ de bataille en se téléportant ou en bondissant de manière acrobatique, ou alors qu'il ait le moyen de repousser ses assaillants avec une attaque particulière, ou encore qu'il puisse invoquer des renforts, ou bien même être entouré de renforts, des sortes de minions qui seront là pour le protéger, etc., et j'en passe. Bref, en somme, une manière pour le boss de manœuvrer pour éviter de tout bêtement se faire encercler. Et ça, c'est valable autant quand vous créez vous-même vos boss ou que vous les tirez d'un vestiaire. N'oubliez jamais que quand les PJ ont l'avantage du nombre, statistiquement, ils peuvent faire plus d'actions que leur opposant, ce qui peut bien vite bloquer la situation dans une scène de tabassage si le MJ n'a pas prévu en amont un moyen pour le boss de combler cette lacune d'une manière ou d'une autre. Alors attention, je ne vous dis pas non plus de saturer votre table de jeu d'ennemis en tout genre à chaque rencontre, mais gardez juste à l'esprit que les mécaniques de boss influeront grandement sur le déroulé de la bataille et que ne suffit pas de balancer un gros ennemi avec de jolies stats bien clinquantes dans le tas comme ça pour rendre un combat mémorable. D'un autre côté, attention de ne pas non plus frustrer vos joueurs en faisant un boss qui se défile comme une anguille à chaque attaque portée par le groupe. À vous de trouver comme ça un bon équilibre de votre côté pour éviter tantôt de tomber dans le tabassage ou alors dans la course-poursuite façon Benny Hills. Et qui plus est, cela ne fera que renforcer le réalisme de la rencontre puisqu'avouez qu'il est assez rare qu'un ennemi se laisse bêtement faire sans présenter ne serait-ce qu'un minimum d'instinct de survie. Bon alors le deuxième conseil est un petit peu dans la lignée de celui que j'avais promulgué dans la première vidéo, mais c'est toujours bien de rappeler de penser au décor et à l'environnement. L'environnement de combat, pas l'environnement Greenpeace, tout ça. Mais c'est bien d'être rigolo, attention, quand même. Waouh, gros message. Parce que oui, dites-vous bien que si vous me jetez vos combats dans des arènes toutes vides et toutes plates, il y a de grandes chances que ces derniers finissent très vite par se ressembler à la longue. Et avouez que c'est dommage quand même, parce qu'en faisant ainsi, vous jetez à la corbeille une foule de paramètres qui pourraient venir complètement transformer le déroulé de la rencontre et toutes les saveurs qui vont avec. Prenons par exemple un combat sur une corniche enneigée avec le risque de glisser et de tomber dans le vide, que ce soit pour les PJ ou bien les ennemis. Et prenez ensuite ce même combat, mais cette fois-ci dans une taverne bondée avec des tables, des chaises, des lustres, des bouteilles. Eh bien ça ne sera et ça ne doit pas être du tout le même combat, même si vous prenez les mêmes opposants. Tout simplement parce que le décor, l'environnement avec lequel les joueurs peuvent interagir a drastiquement changé. Et si vos joueurs ne pensent pas interagir avec leur environnement, eh bien qu'à cela ne tienne, ce seront les ennemis qui le feront et montreront peut-être la voie à ces derniers. Pour ce faire, faites par exemple que les adversaires essayent plus de faire tomber les PJ de la corniche enneigée plutôt que de les attaquer directement. Ou bien pour l'exemple de l'altercation à la taverne, faites qu'ils renversent une table pour se protéger des tirs comme dans les westerns, ou bien qu'ils se servent de bouteilles comme projectiles de fortune. Bref, en somme, donnez vie à votre décor et à l'environnement dans lequel vont se battre les PJ. Parce que les facteurs exogènes imprévus peuvent grandement donner de la saveur à un combat et relancer une action qui commencerait un petit peu à s'essouffler. Et figurez-vous que si vous cherchez l'inspiration pour amener un peu de chaos dans vos combats,
J'ai une solution toute trouvée pour vous. Oui. Ah, vous sentez le placement de produit à venir, hein? Bon, en réalité, c'est plus de l'autopromotion à dire vrai, puisque cette solution, c'est mon projet en cours de financement participatif sur Game on Tabletop. Brièvement comme ça, laissez-moi vous présenter RPG Battlemaker, un générateur d'aléas pour vos combats de JDR. Alors cela se présente sous la forme d'un jeu de cartes, comme toujours, au format tarot, encore une fois, subdivisé cette fois-ci en 5 catégories d'événements aléatoires qui vont venir agrémenter vos bagarres d'une touche d'imprévu à nul autre pareil. Alors pour commencer, il y a les cartes environnement qui vont rassembler tous les événements en rapport avec la météo, le climat et bien sûr l'environnement. Ensuite, il y a les cartes décor qui vont regrouper tous les aléas propres à la modification aussi abrupte qu'imprévue des éléments du décor locaux où se déroule le combat. Puis viennent les cartes individus rassemblant tout ce qui a trait aux adversaires impliqués dans le combat. Après, nous avons les cartes éléments qui vont venir apporter un petit détail bien particulier au sein du champ de bataille. Et enfin, comme dans le précédent projet, des cartes bonus avec des concepts un peu évasifs pour pimenter un peu vos précédents tirages. Et voilà pour cette courte page de publicité qui reste quand même dans le temps de la vidéo. À vous de voir si vous souhaitez acquérir ce concentré d'imprévu qu'est ce jeu de cartes généraliste et adaptable à tout système de jeu ou d'univers. Le lien est bien évidemment dans la description. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que le décor ou l'environnement, c'est quelque chose d'évolutif et qui ne doit être aucunement figé. N'hésitez donc pas pour faire bouger un peu tout ça, histoire d'apporter un peu plus de chaos dans vos combats et forcer vos joueurs à s'adapter aux nouvelles situations qui vont s'offrir à eux. Et enfin, le dernier conseil a une sacrée importance à mes yeux, puisqu'il touche directement à l'interprétation des résultats des sacro-saints G2D. Ces sacro-saints G2D qui peuvent parfois apporter la réussite, et parfois l'échec. Et c'est justement là l'écueil principal sur lequel butent pas mal de MJ qui considèrent qu'à la suite d'un échec, rien ne se passe. Bon, en vrai, quand même, posez-vous 2 secondes et réfléchissez un peu. Concrètement, il ne peut pas rien se passer. C'est pas possible. Le coup d'épée, là, il va pas partir dans le néant distordu, tout simplement parce qu'il a marqué un chiffre un peu bas sur un jet de dés. Alors du coup, je prends appui sur le mur pour essayer de sauter sur le dos du troll, et après, comme ça, je pourrais le tuer dans le dos. Ok, vas-y, ouais, fais un jet de dés. Du coup, échec, tu glisses et tu restes là à regarder le mur sur lequel ton pied a glissé. Bon, ça peut paraître un peu caricatural présenté comme ça, je vous l'accorde, mais dites-vous bien qu'une action réussie ou non doit avoir des conséquences même minimes sur la suite du combat, ne serait-ce qu'au niveau des descriptions. Bon, reprenons l'exemple de notre échec de voltige trollesque pour illustrer mon propos. Plutôt que de dire « il ne se passe rien », préférez plutôt dire à votre joueur qu'il réussit par exemple à prendre appui sur le mur, mais au moment d'arriver sur le dos du troll, celui-ci fait un volte-face qui l'envoie valdinguer contre le mur, le mettant alors en danger car le troll va user de cet échec en amorçant un coup de pied, tout simplement pour l'écraser. Ce qui arrivera si malheureusement personne n'intervient. Une situation critique à laquelle les autres membres du groupe pourront réagir pour tenter de renverser la balance, en profitant de cela comme une diversion car le troll ne regarde plus dans leur direction, tout simplement pour l'attaquer dans le dos, ou bien tenter quelque chose pour tirer leurs camarades de cette épineuse position. Pareille manière de faire aura comme double avantage de diminuer la frustration du joueur ayant échoué en faisant en sorte qu'il influe malgré tout sur la dynamique du combat, ce malgré lui, tout en renforçant l'aspect coopératif du jeu de rôle en poussant les autres joueurs à intervenir en urgence pour renverser la vapeur. Et en plus, en bonus, de donner un réel sentiment de danger in fine. Bon, et des situations semblables, il en existe plein d'autres en fonction de l'ampleur de l'échec apporté par le G2D. Désolé, j'ai tapé dans le dé sur la table. Cela peut être que son arme se coince dans le décor, ou bien qu'il se retrouve désarmé sur l'instant à la suite du coup, ou encore qu'il perde l'équilibre pour se rattraper de justesse à une poutre, etc., etc. À noter que tout ça est aussi valable pour les ennemis, encore une fois. Et oui, comme ça, les joueurs auront plus l'impression de se battre contre des vrais adversaires, plutôt que des tas de statistiques sans âme et sans saveur, qui sont là pour simplement leur infliger des dégâts. Le but au final, vous le comprenez bien, c'est de casser l'aspect linéaire d'un combat avec ce fameux « tu me touches, je te touche, tu me rates, je te rate ». Vous savez, où les combattants sont droits comme des piqués comme ça, comme dans les vieux jeux vidéo tout pixelisés des années 90, où ça se balançait des mandales comme ça, les uns à la suite des autres, sans autre forme d'interaction envisageable. Bref, faites en sorte que le côté imprévu apporté par les dés se reflète aussi dans le jeu et le RP, au-delà du simple aspect binaire de réussite-échec. Histoire comme ça de varier les situations de batailles en bataille et de rendre vos combats plus vivants que jamais. Bon alors évidemment, des conseils pour épiquifier, je sais pas si ça se dit, allez, on a inventé un mot, épiquifier vos combats, donc il en existe plein d'autres, et je n'ai bien sûr pas le temps de tous les traiter en une seule vidéo. Mais toutefois, je traiterai de ce sujet plus en profondeur dans le livre qui est lié à la campagne de lancement pour RPG Battlemaker. Et n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à enrichir l'espace commentaire de vos conseils en la matière,
Je n'ai pas non plus la science infuse, et vous pouvez très bien éclairer nos lanternes avec quelques astuces bien senties vous aussi. Alors en vérité, les combats sont toujours un moment qui peut être difficile d'appréhender en tant que maître du jeu, car cela demande beaucoup plus de gestion que lors des phases de roleplay. Néanmoins, ne paniquez pas pour autant et allez-y étape par étape pour complexifier un peu vos combats. Faites évoluer un peu le décor pour une première fois, puis rajoutez des opportunités petit à petit suite à un échec, puis intégrer les variations de la météo, etc., etc. Bref, en somme, allez à votre rythme et ne vous surchargez pas plus que de raison avec des paramètres de partout, car il faut que le combat reste fluide et agréable pour tout le monde, autant pour les joueurs que pour vous le MJ. Et pour finir, n'oubliez jamais de prendre en compte les actions de vos joueurs et d'encourager ces derniers à tenter des choses en leur donnant de quoi entreprendre ces dernières, du moment que cela reste cohérent avec la situation, bien évidemment. Parce qu'après tout, on est tous là pour passer un beau moment et si possible éviter de s'ennuyer. Allez, pour cela, on peut bien tordre le cou à quelques éléments de réalisme ou une règle par-ci par-là de temps à autre, car à partir du moment où tout le monde s'amuse, vous pourrez être sûr qu'à ce moment précis, vous aurez accompli avec brio votre rôle de MJ.